Se presentan en el sitio internet todos los trabajos que se han realizado estos últimos años en medicina alternativa. El gobierno no está contra la medicina alternativa y al revés, hay muchos trabajos que se están haciendo ahora en los hospitales más prestigiosos en oncología, el MD Anderson, el Mayo Clinic, el Sloan Kettering, Dana-Farber Institute, y ha habido unas guidelines, unas guías de utilización de medicina alternativa publicadas hace unos 5 años. Donc voilà, par exemple, il y a 6 recommandations sur l'usage de l'acupuncture qui est recommandé pour le contrôle des nausées, vomissements, douleurs, neuropathie, la sécheresse buccale, la fatigue, etc. Aussi sur l'évaluation des effets secondaires et interactions médicamenteuses des compléments alimentaires, des recommandations diététiques par rapport à l'alimentation santé et une proposition d'essais thérapeutiques avec des plantes dans le cadre d'essais cliniques recommandés, notamment dans le cadre de ABM, c'est-à-dire Evidence Based Medicine. Donc c'est vraiment, en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de recherches, ça fait 10 ans. Vous verrez que la plupart des travaux sont faits par des médecins indiens, chinois, mais qui sont dans les universités américaines. Entonces tenemos aquí entre estas recomendaciones, hay unas 6 recomendaciones sobre la acupuntura que se recomienda en el control de las náuseas, los vómitos, el dolor, las neuropatías, la sequedad bucal, etcétera, la fatiga. También hay una evaluación de los efectos secundarios, interacciones medicamentosas, de los micronutrientes y de la fitoterapia. Recomendaciones dietéticas. Entonces se ve aquí que en los USA hay mucha investigación, sobre todo por médicos de origen indio y chino que trabajan en universidades americanas. Alors dans ce mouvement, dans cette étude-là, une étudiante est venue me voir pour être directeur de sa thèse en fin d'année dernière, donc c'est tout récent. Puisqu'elle a passé pratiquement avant Noël, le dernier, sur donc le titre de sa thèse pour l'obtention du doctorat en médecine, intérêt et incidence sur la qualité de vie d'un protocole de phyto, adapté en intercure de chimiothérapie par un protocole FEC pour le cancer du sein. Voilà, ça c'était le titre de la thèse. Je vais traduire le titre. Sí, entonces está una estudiante de medicina que para obtener su doctorado le propuso que le dirigiera una tesis de este título, el interés y la incidencia sobre la calidad de vida de un protocolo de fitoterapia adaptado entre curas de quimioterapia para un protocolo FEC con un cáncer de pecho no metastásico. En la Universidad de Clermont-Ferrand. Non, elle était étudiante inscrite à l'Université de Grenoble. Elle a passé sa thèse à Clermont parce que Grenoble a bien voulu qu'elle la passe à Clermont. Era una estudiante de la Universidad de Grenoble, pero la ha defendido en Clermont-Ferrand, así lo quisieron los... Donc le design de l'étude, si vous voulez, entre J4 et J9, c'est-à-dire par rapport à la chimio, qui se fait tous les 21 jours, ce protocole. Voilà, c'était la réduction de la fatigue et des troubles digestifs dans la semaine qui suit la cure, avec un mélange de guarana et de réglisse. Le guarana, on verra après, comme tonique physique et intellectuelle, et la réglisse comme anti-inflammatoire, mais surtout pour soutenir les surrénales, pour remonter un petit peu le taux de cortisol, quand on sait que les antivomitifs, dans le protocole de chimio, on donne souvent de la cortisone comme antiémétique. Donc ça, c'était une première phase, c'est-à-dire de J4 à J9. Entonces, en la primera fase se diseñó un estudio entre el día 4 y el día 9, hay que decir, el día 1 sería el día de la quimio, una quimio que se hacía cada 21 días y se buscaba una reducción de los problemas digestivos y de la fatiga con una mezcla de guaraná y de regaliz. El guaraná como una tónica física e intelectual y sobre todo la regaliz para sostener las suprarrenales. Hay que destacar que en medicina convencional se da la cortisona para reducir las náuseas y los vómitos. Et donc, ensuite, dans la deuxième phase de l'étude, c'est-à-dire entre J10 et J20, marqué, l'objectif était de soutenir
des fonctions de détoxication hépatique qu'on ne doit pas faire de suite après la chimio. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc on avait choisi comme plante pour tous les patients le chardon-marie et le desmodium. Le chardon-marie comme protecteur hépatique contre les toxiques. Le desmodium, lié à sa richesse en saponosides, c'était protection du foie contre la cytolyse hépatique, contre les, si vous voulez, contre la destruction du tissu hépatique. L'intérêt du desmodium, c'est qu'il n'est pas inducteur enzymatique, donc il n'interfère pas avec la chimio. Entonces, en la segunda fase de estudios se proponía entre el día 10 y el día 20, con un objetivo de sostener las funciones de detoxificación hepática que no debe de hacerse justo después del tratamiento de quimio. Se propone el cardomariano como protector hepático, el desmodium como protector de la citolisis hepática, que con sus saponósidos no es un inductor enzimático. Alors, donc ça c'était le design de l'étude. Cependant, peut-être que le temps nous a manqué puisqu'elle a commencé au printemps pour la présenter en décembre. C'était trop juste pour faire du recrutement prospectif. Donc il y a eu des biais de recrutement en méthodologie et versus placebo, bien sûr, sur des patients qui n'avaient pas le centre anticancéreux. On n'a recruté que 10 en 6 mois, donc il n'a pas joué le jeu. Moi, j'en ai fourni 20 patients. Donc, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances que l'objectif premier, c'était réduire la fatigue, améliorer la qualité de vie. Mais il faut lire l'étude comme ça, c'est une échelle de qualité de vie. C'est-à-dire, vous avez l'échelle générale fonctionnelle de qualité de vie. En gris clair, c'est le groupe témoin, donc a priori, c'est mieux pour la qualité de vie globale pour le groupe témoin. Pour la fatigue physique, je crois que c'est à peu près équivalent. Pour le côté psychologique, il n'y a pas de différence significative. Et CF, c'est pour les troubles cognitifs, mieux dans le groupe témoin. Et pour l'activité sociale, c'est mieux dans le groupe témoin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de phytothérapie. En revanche, sur les symptômes, on a quand même une différence significative sur le peu de cas, puisqu'il y a eu beaucoup de biais méthodologiques, donc ce n'était pas une étude clinique rondement menée, c'était rétrospectif, prospectif, donc c'est une thèse. Et le jury a dit qu'il fallait continuer, justement, que c'était intéressant, parce que ce qu'on voulait démontrer sur les symptômes physiques, il y avait une différence significative entre le groupe patient traité, vous voyez, en ce qui concerne par exemple le sommeil, la douleur, la perte d'appétit, les nausées et vomissements pas trop, sur la constipation, une différence significative, et surtout, globalement sur les symptômes physiques, on avait une différence significative, pas tellement sur la fatigue, on avait des difficultés à sortir les gens de cette fatigue qui sont liées au traitement et surtout, comme c'était une première et deuxième cure, sur le fait qu'elle ne supportait pas d'avoir un cancer du sein. Donc il n'y avait pas les traitements psychologiques adaptés. Entonces, este diseño, el diseño del estudio tuvo poco tiempo para el reclutamiento de suficientes pacientes. Parece que solamente consiguieron 10 pacientes en 6 meses de parte del hospital. Alain aportó 20 pacientes, tuvieron pacientes de control y los resultados no estuvieron a la altura de las esperanzas. Se pensaba reducir el cansancio y el estudio funcional de calidad de vida tampoco que tenéis aquí delante. Entonces voy a destacar principalmente lo que ha dicho Alain, es que la diferencia menos significativas fueron sobre la calidad de vida global, la mejoría emocional, cognitivas, en cambio el funcionamiento social, en cambio en los síntomas físicos sí que hubieron diferencias significativas sobre el sueño, el dolor, la pérdida de apetito, las náuseas, el estreñimiento, o sea que globalmente se obtuvieron beneficios significativos en los síntomas físicos, mucho menos en los otros síntomas hubieron menos diferencias.
por la dificultad de corregir la fatiga que se debe al tratamiento mismo y los problemas psicológicos debidos a vivir con este cáncer. Globalement, devant le peu de cas et malgré les biais méthodologiques, la thèse a eu les félicitations du jury. Et le jury dans son ensemble, pour l'obtention du doctorat, a dit qu'il faut continuer et ils sont intéressés pour continuer les essais cliniques. Et là, j'ai une deuxième étudiante en pharmacie qui fait sa thèse chez moi, une étude épidémiologique sur les relations entre pharmaciens, médicaux et patients, sur l'intérêt des traitements complémentaires, comment ils perçoivent ça, et la relation avec l'oncologie. Là, il y a beaucoup plus de cas, c'est épidémiologique. Entonces ahora empieza un segundo estudio epidemiológico con una estudiante de farmacia que estudiará las relaciones entre farmacéutico, médico y paciente en tratamientos alternativos. También quería decir al principio, ha dicho que incluso con los pocos casos la tesis tuvo las felicitaciones del jurado que quiso estimular, continuar estos estudios clínicos, llevarlos más allá. Alors on va rentrer dans le vif du sujet après une longue introduction sur les traitements. Dans les traitements classiques du cancer, vous avez très rapide la chirurgie, les traitements médicaux, hormonaux, chimiothérapie, et surtout beaucoup depuis une dizaine d'années maintenant, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, que ce soit les inhibiteurs tyrosine kinase, les anticorps monoclonaux, enfin, les biothérapies, et la radiothérapie. Donc ça c'est classique. Entonces tenemos los tratamientos clásicos, vamos a entrar ya después de esta introducción a los tratamientos, la cirugía, los tratamientos médicos, la hormonoterapia, la quimioterapia, las terapias diana, que se han introducido, son numerosas desde hace unos 10 años, como los inhibidores de la tirosina kinasa y la radioterapia. Alors de l'ancien paradigme pratiquement du 19e siècle, enfin, début du 20e, on faisait chirurgie, radiothérapie. Après, depuis les années 60, une chimiothérapie simple. Ce qu'on appelle maintenant les thérapies biologiques avec les nouvelles cibles sur le signal de transduction, donc avec les inhibiteurs tyrosine kinase ou les récepteurs membranaires, et les anticorps monoclonaux, les thérapies géniques et anti-angiogéniques depuis les années 2000. C'est vraiment tout récent, si vous voulez, depuis maximum 15 ans. Et surtout depuis 6 ans, on est à une vingtaine de thérapies ciblées qui sont sur le marché. Entonces, desde el principio del siglo XX se utilizaba principalmente la cirugía y la radiación, se introdujo la quimioterapia más tarde. Desde los años 2000 se ha introducido las terapias biológicas y las terapias diana. O sea que esto es muy reciente y solamente desde hace 6 años se han introducido las últimas. Hay unas 20 terapias dianas. En ce qui concerne sur le plan national, donc Influencia, le coût exponentiel s'est tiré des statistiques de l'Institut de veille sanitaire chez nous. Depuis les années 2000, si vous voulez, c'est exponentiel. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cancers, bien que c'est à peu près stable. Il y a toujours à peu près 250 000 cas par an en France. Et c'est surtout le coût des traitements qui a flambé à cause de la date en mise sur le marché. Donc vous voyez les nouvelles thérapies, la 2006-2007, ça fait flamber les coûts des traitements. Que ce soit les anti-angiogéniques ou les anti-HER2, des choses comme ça, qui sont à 6 000 € l'ampoule par exemple, très très cher. Entonces, en Francia esto viene de un estudio nacional del Instituto de Cuidado Sanitario, de Control Sanitario. El coste exponencial se ha verificado con estudios estadísticos. No es que hayan más cánceres, siguen habiendo unos 250.000 casos por año, pero el coste corresponde con la puesta al mercado de tratamientos como los antiangiogénicos o los anti-HR2 que cuestan unos 6.000 € por amplia. Par exemple, c'est 2 500 000 € pour 100 000 habitants.
2.500.000 euros por habitante en el coste. En 2007. Ça n'a pas baissé le prix. Ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les statistiques comme soins, c'est à peu près partout pareil en Europe. Les cancers digestifs, c'est ce qui est le plus important, 28%. Les cancers du sein, 20%. Toujours les deux cancers les plus représentés, adénocarcinome. Ensuite, vous avez les cancers hématologiques, les leucémies, mais surtout les lymphomes. Beaucoup de lymphomes, de plus en plus de lymphomes non-Hodgkiniens et Hodgkiniens. Les cancers du poumon qui sont en recrudescence du fait de l'usage du tabac. Là, on est à 12%. Les cancers gynécologiques qui sont très parlants, mais en fait, ils sont toujours un peu stables, que ce soit ovaire ou endomètre. Il y a beaucoup plus de cancers du col avec le HPV, le papillomavirus. Bon, ça, c'est l'étude épidémiologique. Vale, entonces los estudios epidemiológicos nos enseñan que la frecuencia está en aumento, los cánceres digestivos son los más frecuentes, con 28%, después los de mama, son los más representativos, le siguen los hematológicos con leucemias, pero no solo, sino cada vez más linfomas, hodgkinianos o no hodgkinianos, cánceres de pulmón a causa del uso del tabaco y cánceres ginecológicos que están más o menos estables, ovario, endometrio y el de cuello de útero debido al papillomavirus. Alors, quelle serait la thérapeutique idéale anti-cancer? C'est le traitement idéal anti-cancer, on tente de s'en rapprocher, mais pour l'instant, on en est loin, bien que les thérapies ciblées, c'est ce qu'elles cherchent à établir, un bénéfice sur la survie avec une très haute activité antitumorale qui contrôle les symptômes, qui améliorerait la qualité de vie, dont la toxicité réversible à long terme serait efficace, donc pour l'instant on la cherche toujours, qui n'aurait pas d'effet délétère à court terme, avec un mode d'administration simple, c'est-à-dire précoce, oral, et le rapport coût-efficacité favorable. Donc elle n'existe pas, ça c'est un peu que l'idéal de la cible thérapeutique serait la cellule cancéreuse. Entonces aquí tendremos el tratamiento ideal al que nos intentamos acercar, por ejemplo las terapias Diana intentan acercarse lo más posible. Aquel tratamiento sería el que beneficiara, si fuera beneficioso para la supervivencia, una alta actividad antitumoral, un control de los síntomas, una mejora de la calidad de vida, una toxicidad reversible a largo plazo sin efectos negativos deleterios a corto plazo, con un modo de administración simple, particularmente veloz, oral, y con una relación de coste-eficacidad favorable. Este tratamiento pues todavía no existe. La diana ideal terapéutica sería la célula cancerosa. Bon, il est surtout important de connaître la demi-vie des cytotoxiques en chimiothérapie pour éviter justement les interactions médicamenteuses et les effets secondaires avec les traitements qu'on pourrait utiliser, que ce soit en complément alimentaire ou en phytothérapie, parce que justement ça dépend de la demi-vie des cytotoxiques, que ce soit par exemple les taxanes. Le docétaxel, ça peut être 11 heures de demi-vie, mais le paclitaxel 19 heures. Les anthracyclines comme la driblacine, ça peut mettre 30 heures pour être éliminé, et l'élimination hépatique est de 7 jours. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne fait pas de détoxication hépatique au décours d'une chimiothérapie, puisqu'il y a toujours une efficacité de la chimiothérapie, et de vouloir traiter trop tôt le foie, par exemple, ou les reins, on perd un peu d'efficacité, surtout on déstabilise le potentiel de membrane cellulaire, notamment pour les sels de platine. On ne détoxique pas le foie, on protège le rein, mais on ne fait pas le foie. On va voir tout ça dans les cas cliniques. Je peux peut-être expliquer. Entonces es muy importante esto que dice, hay que conocer bien la vida media de los citotóxicos para evitar interacciones y efectos secundarios. Este depende del conocimiento de la media vida de estos fármacos. Por ejemplo, el docetaxel tiene una media vida de 11 horas, pero el paclitaxel de 19
Las antraciclinas como la triblastina son de 30 horas, pero la eliminación hepática es de 7 días. Entonces no se puede dar una detoxificación hepática durante un tratamiento de quimio porque se disminuye la eficacia, sobre todo con las sales de platino. Hay una destabilización de la membrana, es decir, que se trata el riñón, pero no el hígado, en ciertas fases. Surtout les sels de platine, donc, dont la demi-vie terminale peut aller jusqu'à 8 jours, l'oxaliplatine 250 heures, carboplatine 125 heures, donc une toxicité neurologique et rénale importante pour ces cytotoxiques à connaître. Entonces, sobre todo es importante para las 3 sales de platino que tienen una media vida de 8 días, de 250 horas o 125 horas, tienen una toxicidad neuronal importante y sobre todo renal. Ça, c'est pour vous montrer comment agissent les médicaments anticancéreux classiques. Ils vont rentrer dans la cellule. Il y a des pompes ici qui s'appellent des pompes d'efflux, la PGP. Oui, il peut être aussi tout à fait refoulé si la cellule n'est pas réceptive. Une cellule cancéreuse est très difficile à attaquer. Après, une fois que le médicament a passé la membrane cellulaire, il est activé par des chaînes de domaine de mort cellulaire, les caspases, ou soit il est inactivé, et donc il y a des